Bonjour à tous, et nous revoilà avec un nouveau café marxiste. Bon, on a eu un petit peu quelques petits problèmes techniques ces 2 derniers mois, mais vous avez pu voir, retrouver en tout cas le café marxiste d'Annie Lacroix-Rize, que nous avons refilmé après avoir eu quelques petits soucis techniques. Donc là, il est nickel chrome, impeccable. Vous pourrez le voir sur YouTube, sur notre chaîne. Et aujourd'hui, nous refilmons le café marxiste de notre jeune professeur de philosophie, Victor Sarkis, puisque la dernière fois, il y a eu un autre problème qui n'était pas technique, c'était un problème d'horaire. Le cinématographe s'est trompé d'heure, et donc nous le refilmons aujourd'hui pour vous tous qui n'avez pas pu être présents ce jour-là. Donc aujourd'hui, nous avons le café marxiste, je disais, d'un professeur de philosophie, Victor Sarkis, près de moi, parce qu'il va vous parler du totalitarisme. En effet, c'est un concept qu'il faut absolument connaître, parce que nous, en France, on ne connaît pas, tu sais, non, Victor, non, pas du tout. Parce que nous, on a la chance, tu sais, Victor, de vivre en démocratie. Ah bon? Oui, bah oui. Et de pouvoir choisir librement les femmes et les hommes politiques que nous voulons voir porter au pouvoir. Nous avons la chance de pouvoir réfléchir en les écoutant tranquillement assis devant nos écrans de télévision. Et contrairement aux pays totalitaires, ah ben oui, alors il n'y a absolument pas de choix lors des élections. Il n'y a qu'un seul parti, 2 tout au plus, pour faire, tandis que nous, oh là là, on a un grand choix. C'est bien mieux la démocratie parlementaire. Par exemple, regardez, dans les pays totalitaires, c'est étudié sans classe. Donc, vous tous qui m'écoutez, vous connaissez les grands thèmes du totalitarisme dont il va reparler. Mais, par exemple, nous, chez nous, nous n'avons pas le culte de la personnalité propre aux États totalitaires. Nous, chez nous, il n'y a pas. On a de l'info. De l'info, attention, info indispensable. Et c'est tout. On n'a pas non plus ces ridicules grandes manifestations destinées à acquérir l'adhésion des masses, ni même d'ailleurs l'utilisation des symboles, ni même l'exaltation de la force propre aux États totalitaires. Nous n'avons absolument pas besoin de toutes ces fariboles dans notre démocratie parlementaire. Seuls comptent les votes, librement réfléchis et consentis. On n'a pas de propagande éhontée où l'ensemble des moyens de communication visent à embrigader sournoisement la population en la manipulant afin qu'elle vote là où on lui dit de voter. Mais enfin, nous sommes dans le pays de la liberté, particulièrement la liberté de la presse. Presse qui, comme tout un chacun le sait, n'entretient aucun lien avec les politiques. On terminera sur le dernier et le plus épouvantable aspect du totalitarisme, la terreur, qui est totalement inconnue dans notre pays. Car nous avons la chance de vivre dans un monde en paix. Bon, ça suffit, hein. Je pense que vous avez compris que ce n'est pas notre démocratie dite parlementaire qui a des leçons à donner, d'accord? Toutefois, comme précisément l'air fétide de l'euro-fascisation se répand de manière, il faut le dire, hein, c'est maintenant tout à fait exponentielle depuis quelques décennies et plus encore depuis quelques mois, il est nécessaire aujourd'hui de réfléchir de façon, on va dire, plus scientifique à ce fameux concept fumeux, s'il en est, de totalitarisme. Alors, Victor vous expliquera tout à l'heure que le mot, etc., existe depuis longtemps déjà, etc., qu'il a été développé après la Deuxième Guerre mondiale, mais il est passé, on va dire, dans le courant de la pensée générale, par le biais, dans les années 70, de ce qu'on a appelé l'école antitotalitaire. Alors, il y avait des
grands philosophes, des types tout à fait au courant de tout, un type comme Bernard-Henri Lévy, le spécialiste de Jean-Baptiste Botul. Bien sûr. Non, là je plaisante pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Baptiste Botul. C'est un type qui a été carrément inventé, un pseudo-philosophe carrément inventé par des écrivains, des journalistes, pardon, du Canard enchaîné, un gros canular. Et l'autre, il s'en est servi vraiment. Voilà. Donc on voit le type de recherche que fait Bernard-Henri Lévy quand il écrit quelque chose. Alors dans les nouveaux philosophes aussi, on avait le traître André Glucksmann, c'est un maoïste dont les parents étaient communistes et sont morts tous les deux en communiste. Et lui, de maoïste, il est passé en grand défenseur des guerres américaines, et puis grand défenseur de la guerre contre la Libye par Sarko, grand défenseur... Bref, toutes les saloperies, elles ont été pour Glucksmann. On a aussi des historiens qui veulent la peine d'être oubliés. François Furet, je me plais à chaque fois à répéter, tant pis, je vais me répéter, mais ça rentre mieux, c'est comme à la télé, plus souvent on le dit, plus souvent ça rentre. François Furet, qui a touché 470 000 $ par la fondation ultra-réactionnaire américaine Olin, fondation dont le président William Simmons disait « Moi, je veux bien filer du pognon à des universitaires ou à des universités, mais ce n'est pas pour aller contre mes propres intérêts. » Alors lui, il a écrit l'histoire de la Révolution française comme ça. Inutile de vous dire ce qu'il en a torché de la Révolution française. Je ne sais pas combien il a touché pour écrire le passé d'une illusion sur l'idéal communiste. Ça doit être... oui. Bon, il a fait ça avec son copain Stéphane Courtois, donc sur lequel je ne reviendrai pas et que tout le monde tristement connaît. Tous ces gens-là ont sévi sur les médias des milliardaires, que vous avez vu, et on nous a abreuvés depuis maintenant plus de 30 ans de leurs mensonges répétés. Mais comme disait le petit brun à la petite moustache, ou alors son ministre de la propagande, Goebbels, je ne sais pas, l'un ou l'autre, un mensonge dit 10 fois reste un mensonge, répété 10 000 fois, il devient une vérité. Et bien, à force qu'on nous le répète, c'est la vérité pour tout un tas de gens. Donc, effectivement, si nos eurogouvernants, c'est ainsi qu'ils ont pu s'appuyer sur cette ribambelle d'historiens dociles, docile c'est un petit mot, je dirais même serviles, qui pour obtenir des places bien rémunérées, pour obtenir des postes, pour obtenir du prestige, pour passer sur tous nos écrans de télé, nous ont ressassé une histoire mythifiée, déconnectée complètement de la réalité factuelle et surtout des sources réelles, en partant de notions, de concepts, très à la mode ça, les concepts. En fait, ce sont surtout des slogans politiques et idéologiques qui célèbrent la construction européenne, la démocratie libérale, mais ça c'est pas la peine de le dire, et la mondialisation capitaliste, mais c'est pas la peine de le dire non plus. Et l'un des fils bruns de cette histoire, de cette réécriture des programmes d'histoire pour tous nos élèves depuis des années, réside précisément dans le révisionnisme et en fait dans le négationnisme, carrément la damnatio memoriae. J'avais écrit en 2017 un article là-dessus, la damnation de l'histoire, l'oubli total, l'effacement du communisme en réalité et de toute révolution, y compris bien sûr la Révolution française, voire même les Lumières. Et c'est ainsi que le 19 septembre 2019, le pacte de non-agression germano-soviétique du 23 août 1939 est devenu de façon fort officielle, à ce moment-là, l'unique cause de la Seconde Guerre mondiale, oblitérant ainsi toutes les autres bien réelles en réalité, afin de dédouaner les dites démocraties de leur réelle responsabilité en utilisant à satiété ce fameux concept fumeux de totalitarisme. C'est en effet ce jour-là que l'immense majorité des eurodéputés composant le Parlement européen pour la France, alors ça va du Rassemblement national, mais ça, qui s'en étonnerait, aux pseudo-socialistes et écolos, dont Yannick Jadot, en passant par ceux qui se prétendent républicains, et évidemment les macronistes, fort français, qui appartiennent à l'organisation Renew Europe,
parce qu'ils sont français, tu comprends. Et donc, tous ces gens-là donc, ont adopté cette infâme résolution qu'ils ont osé appeler « Importance de la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe ». Et derrière, en réalité, se cache une réécriture tout à fait mensongère de l'histoire qui assimile nazisme et communisme. Et c'est ainsi que le Parlement européen a clairement affiché son intention de sensibiliser les jeunes générations en incorporant dans les programmes, c'était déjà fait depuis un moment, mais là cette fois-ci c'est officiel, des manuels d'histoire de toutes les écoles de l'Union européenne, l'histoire des régimes totalitaires et l'analyse des séquelles qu'ils ont laissées. Alors le triomphe du fameux concept du totalitarisme, qui avait été élaboré, comme va vous l'expliquer, vraiment réellement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, s'est développé dans notre système scolaire à peu près, vraiment de façon claire, au moment des années 90. Et on a eu droit, alors là, à la maladie de la comparationnite, c'est ce que Marc Ferro appelait l'obsession comparatiste. Et durant toute cette décennie, on étudiait donc les différents régimes totalitaires, fascisme, stalinisme, nazisme, parce qu'on les mettait dans cet ordre-là, mais on étudiait encore les spécificités économiques, sociales, etc. Avec les années 2000, il n'y a plus de spécificité, on n'étudie plus que ce qu'on appelle des similitudes. D'autant que l'étude de l'Italie fasciste, qu'Hannah Arendt, dont tu vas parler, non, c'est une banale dictature. Qui est, je cite Courtois, rarement allé jusqu'au meurtre. Rarement. Tiens, d'ailleurs, ma famille pourrait vous en parler, mais enfin, passons. Bon, voilà. En tout cas, elle a pratiquement disparu des programmes. Donc, laissant, non pas côte à côte, mais non pas face à face, mais côte à côte, pardon, et même alliés, l'Allemagne nazie et l'URSS. On retrouve là donc dans cette explication de ce concept fumeux tous les dogmes dont j'ai parlé au début, alors le culte du chef, les grands rassemblements visant à l'unanimité, la propagande totalitaire, voilà, ça ce sont les nouvelles méthodes historiques. C'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. On vous montre toute une série d'images et avec ça, on fait de l'histoire. Il n'y a plus d'archives, il n'y a plus de sources, il n'y a plus de témoignages. Non, on monte 4 images et la gémellité est faite entre les grands régimes dits totalitaires. À ce titre, juste une petite parenthèse, on n'a même plus besoin d'images, c'est que le dessin suffit. Ah oui, oui. L'Académie de Besançon, par exemple, mettait sur son site, oui, comme source et document historique, une page de Tintin au pays des soviets. Ça c'est une source historique sur les années 20. C'est du sérieux, ça. Là, c'est du lourd, là. On est dans la recherche, voilà. Écoutez, franchement, vous trouverez en réalité toutes les explications historiques, j'entends, puisqu'on va vous parler du concept tout à l'heure, mais toutes les explications historiques sérieuses, là, cette fois-ci, dans un ouvrage de mes consoeurs Joël Fontaine et Gisèle Jamet, Enseignement de l'histoire, enjeux, controverse autour de la question du fascisme, dans un ouvrage que vous pouvez voir là et qui date de 2016 et dont je recommande vivement la lecture, non seulement aux jeunes professeurs d'histoire, aux étudiants en histoire ou aux autres et à tous ceux que ça intéresse, parce que là vous allez voir à quoi ressemblent nos programmes. Et encore depuis 2016, ça s'est empiré. Donc voilà, d'ailleurs le pacte de non-agression est devenu maintenant un véritable pacte d'alliance. On n'étudie plus d'ailleurs que la violence des États totalitaires avec vraiment la grande terreur d'un côté, la nuit de cristal de l'autre. Alors là, la Deuxième Guerre mondiale, pof, on ne s'attarde pas sur ce que quelqu'un appelait les détails de l'histoire, comme Stalingrad. Et alors ne parlons pas des 27 millions de Russes, tous massacrés d'ailleurs par Staline lui-même. Quel tueur en série, hein. Puisque aujourd'hui il n'est plus question que de la guerre d'anéantissement à l'Est, donc pas de résistance, hein, ils anéantissent, et surtout, ce qui nous a sauvés, juin 1944, le débarquement de Normandie. Il ne faut donc pas s'étonner qu'aujourd'hui nos élèves mélangent ou mettent ensemble l'URSS et l'Allemagne nazie. Ils pensent que ces deux États ont combattu ensemble contre les merveilleuses démocraties qui, fort heureusement, ont été sauvées par les courageux et non moins démocratiques États-Unis. Bon, ça vaut la peine d'une autre explication historique qui n'entrera pas dans ce cadre-là, mais franchement, ça vaut la peine. Certains s'étonnent
que dans un tel contexte de matraquage de la pensée, qui correspond de toute façon totalement à ces explications alambiquées du totalitarisme, les communistes n'aient jamais pu remporter d'élections dites démocratiques. Tu vois ce que je veux dire? Les menant au pouvoir. Mais comment, moi ça me scotche, comment peut-on être encore assez naïf pour croire que dans de telles conditions, des élections dans ce système parlementaire pourraient permettre l'arrivée bien tranquille au pouvoir d'un parti réclamant la transformation totale du système économique et de la société? Et franchement, de quel type d'élection démocratique est-il question lorsqu'en 2005, on vote à 55% contre le projet de constitution européenne de Maastricht et que finalement, on y a droit quand même avec tout le rouleau compresseur social qui en a découlé, et la ruine des hôpitaux de l'éducation nationale le prouve. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer, pas si bête les mecs, depuis 2005, plus aucun référendum. On ne sait jamais. C'est ça la démocratie parlementaire. C'est ça le respect du vote des gens. Eh ben, alors, c'est quoi ces médias qui n'ont jamais donné la parole à des historiens comme Annie Lacroix-Rise, à des philosophes comme Georges Gastaut? Ces gens-là ont écrit des dizaines d'ouvrages et les médias n'ont même pas pris la peine d'en faire ne serait-ce que la recension dans tous ces médias de l'oligarchie médiatique. Comment nos idées peuvent-elles percer au cœur des consciences? Heureusement que nous avons des revues, à commencer par Étincelle, dans lequel nous travaillons beaucoup et que je vous recommande, puisque par exemple le numéro 50, vous y trouverez 2 articles justement sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, dont un article de Victor sur le totalitarisme. Nous avons notre manuel, notre mensuel Initiative communiste qui a été tout refait à neuf, et les ouvrages des éditions d'Elga qui nous sont d'un grand secours pour toute la réflexion et les analyses. Et enfin, nos cafés marxistes, qui ne sont pas encore interdits dans notre brillant système démocratique. Espérons que cela dure. Je vous invite donc, après celui de Victor, si présent, donc professeur de philosophie, je le rappelle, à suivre ceux précisément du philosophe Georges Gastaut, le 18 décembre 2021, au Café Le Spoutnik, que nous remercions, rue de la Butte aux Cailles, dans le 13e. Et c'est précisément, comme le disait Einstein, parce qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé que nous continuerons de notre mieux à lutter contre l'ignorance officielle qui est un véritable autodafé du savoir. Je vais donc laisser maintenant la parole à Victor qui va pouvoir vous parler du concept fumeux du totalitarisme qui est une grosse arnaque. Merci Victor, à toi. Alors, merci à Gilda pour cette présentation très très dynamique et qui montre bien l'actualité du concept. Sur aussi l'actualité de faire la critique du concept de totalitarisme, comme nous a dit, je renverrai aussi à Georges Gastaut, qui a fait une vidéo avec Émeric Monville il y a quelques semaines, qui montre bien qu'effectivement, à force de répéter en permanence que, premièrement, Staline égale Hitler, puis finalement, deuxièmement, bon, Staline est quand même pire qu'Hitler, il ne faut pas s'étonner d'avoir un Éric Zemmour qui flirte avec les 20% dans les sondages, avec les thèses les plus vichistes qui soient. Et qu'on se retrouve avec une élection où on a quand même, si on additionne, presque 80% des intentions de vote qui vont à des candidats qui sont soit franchement vichistes comme Éric Zemmour. Bon, Marine Le Pen, je préfère pas trop lui demander son opinion sur Vichy, ni même aux Républicains, entre guillemets. Et quant à Macron, qui me disait que Pétain était un grand soldat, voilà. Donc on a quand même presque 80% des voix qui vont aller à d'intention de vote, qui risquent d'aller donc à des candidats vichisto-compatibles ou vichisto-sympathiques, pour parler comme Macron, d'Emmanuel Macron. Donc s'il est impératif, comme dit Georges Gastaut, de faire effectivement la critique de ce concept pour justement combattre cette vague réactionnaire absolument effrayante. Alors ce qui va nous occuper dans cette conférence-là, ce sera une question très très claire. Est-ce que le concept de totalitarisme est justement un concept, puisqu'un concept est censé décrire la réalité, et est-ce que c'est un concept scientifique dans la mesure où il nous apprend quelque chose sur la réalité? Bon, je vais tuer le suspense, non, et on va essayer de le démontrer ensemble très rapidement. Je vais commencer par faire donc premièrement un petit inventaire du concept sur son histoire,
Et deuxièmement, donc ensuite expliquer la genèse de ce concept-là chez Hannah Arendt, comment ça passe ensuite donc, dans les manuels d'histoire. Et ensuite, on fera une critique de ce concept-là, point par point, pour démontrer que finalement, il ne vaut pas grand-chose. Alors, si on reprend l'histoire du concept de totalitarisme, il a été inventé donc, en Italie au début des années 20, après la prise de pouvoir par Mussolini. Et ce sont d'abord des intellectuels libéraux italiens, donc des gens qui ne sont pas communistes, qui sont plutôt anticommunistes, mais qui sont antifascistes aussi, qui sont proches généralement de Benedetto Croce, qui inventent ce concept en qualifiant de totalitarismo le régime de Mussolini. Et en gros, pour eux, ça voulait désigner la tendance de l'État mussolinien à vouloir s'emparer de tous les aspects de la vie sociale. Bon. Donc au début, c'est une critique que ces intellectuels-là font au fascisme. Donc notez que pour l'instant, à ce moment-là, il n'est pas du tout question du communisme ou de quoi que ce soit. Et très vite, les fascistes s'en emparent avec grand enthousiasme. Donc d'abord, il y a Mussolini qui fait un discours en 25 pour dire que oui, nous sommes totalitaires et nous sommes fiers de l'être. Et Gentile, donc, qui est le philosophe, entre guillemets, le philosophe officiel du fascisme mussolinien, qui s'en revendique en 1932 et qui note donc la phrase suivante dans l'encyclopédie du fascisme. Pour le fasciste, tout est dans l'État et rien d'humain et de spirituel n'existe et il a encore moins de valeur hors de l'État. En ce sens, le fascisme est totalitaire. Donc là, ici, on voit que le mot totalitaire est repris par les fascistes de façon tout à fait, italien, de façon tout à fait améliorative. C'est oui, nous sommes totalitaires et nous l'assumons. Il est repris donc assez rapidement par le franquisme. Alors ça, c'est toujours bon à savoir, puisque vous voyez que le franquisme et le mussolinisme, qui se sont revendiqués explicitement du totalitarisme, souvent dans nos manuels d'histoire, on n'en parle même pas. Alors, je crois que le mussolinisme, des fois un peu, bon, quand on met le franquisme, alors, bon. Et Hannah Arendt ne reconnaît même pas au mussolinisme le fait d'être un totalitarisme. Puisque on le met souvent en doute si vous ne me croyez pas, donc dans l'une des 8 lois fondamentales de l'État franquiste, qui s'appelle donc la Fuero del Trabajo, il est écrit donc dans le préambule l'État national en tant qu'il est un instrument totalitaire au service de l'intégrité de la patrie, etc., etc. Donc je ne vous mets pas la suite. Donc on voit bien ici, là, pour le franquisme, l'État c'est un instrument totalitaire et c'est bien, c'est mis en avant comme ça. Donc voilà, il faut s'en souvenir si jamais on nous dit que le franquisme n'est pas totalitaire. Donc au début, l'affaire a l'air plutôt simple. Les antifascistes commencent par accuser les fascistes d'être totalitaires, et au début, les fascistes italiens puis espagnols disent « Oui, nous sommes totalitaires et nous sommes fiers de l'être ». Bon. On passe au nazisme, puisqu'assez vite, donc dans les années 30, le nazisme prend le pouvoir, et alors là, l'affaire devient encore plus embrouillée. Puisque les nazis, d'un côté, ils utilisent le mot « total », c'est le même en allemand, ça vient du latin, à tort et à travers pour décrire. Tout est total chez eux. L'État doit être total, ça c'est Carl Schmitt. La mobilisation doit être totale, ça c'est Hans Junger. La guerre doit être totale, ça c'est le grand concept de Goebbels, qui déclarait donc en 1943, donc c'est après la défaite de Stalingrad, c'est le discours du Sports Palace, qui est très connu. Donc devant une foule en délire, là on se croirait dans un concert de rock presque, ils avaient vraiment le sens de la mise en scène. Goebbels donc clame à une foule en délire. Je vous pose la question, est-ce que vous voulez la guerre totale? La voulez-vous si nécessaire, encore plus totale et radicale que nous ne pouvons jamais nous la représenter aujourd'hui, sous les applaudissements et les hurlements d'une foule en délire. Donc ici on voit que l'adjectif total chez les nazis est toujours utilisé de façon améliorative, ils s'en revendiquent, c'est bien, nous sommes totaux, etc. Nous voulons la totalité, sauf que, c'est là que ça devient ambigu, et on commence à se douter qu'il y a peut-être anguille sous roche dans le concept, les nazis refusent de se revendiquer totalitaires alors qu'ils adorent la totalité. Bon. Et les totalitaires, ce sont bien sûr toujours et encore les communistes, qui sont les partisans de l'URSS, qui est désigné comme étant un État totalitaire. Donc là, on voit que ça commence vraiment à devenir un peu bizarre. C'est que pour les nazis, dans leur tête, tout ce qui est total, c'est bien, parce que c'est nazi. Par contre, ce qui est totalitaire, comme c'est les communistes, c'est mal. Donc on voit ici qu'on pourrait même dire que les nazis sont presque les premiers antitotalitaires, alors même qu'ils se revendiquent de la totalité. Bon, on a l'impression que c'est presque à ne plus rien y comprendre. Je cite ici cette phrase donc, mentionnée par Losurdo dans son célèbre article sur le totalitarisme, qui dit la chose suivante. En août 1941, au cours d'une campagne, ou plutôt de la guerre d'extermination contre l'URSS, devant la résistance acharnée et imprévue qu'il rencontre, le général nazi, donc allemand Adler, explique cette résistance acharnée des soviétiques par le fait que l'ennemi, je cite, s'est soigneusement préparé à la guerre avec le total manque de scrupules propre à un État totalitaire. Donc là, on voit bien que c'est mal, cet aspect-là. Donc voilà, on a l'impression que tout se mélange assez vite. Alors bon, rassurez-vous, en réalité, le problème est très simple. C'est-à-dire que les nazis sont idéologiquement des opportunistes et ils jouent toujours sur les deux tableaux. Donc, comme ils sont des grands romantiques et qu'ils sont nostalgiques de la grande société féodale, etc., ils vont toujours contre l'Occident libéral se revendiquer du fait que eux sont totalitaires, entre guillemets, qu'ils aiment la totalité, qu'ils veulent retrouver la communauté organique, la totalité, etc. Et donc, ils défendent la société contre l'individu mesquin du libéralisme, soi-disant.
Mais d'un autre côté, que comme ils sont toujours anticommunistes, ils sont contre le totalitarisme communiste qui veut toujours asservir l'individu, l'uniformiser. Enfin, vous voyez, c'est le cliché qu'on nous sort encore aujourd'hui sur tous les États communistes, hein, y compris sur la Corée du Nord, c'est vraiment le cliché absolu. Et voilà, donc le communisme qui uniformise les individus. À l'inverse, le nazisme, qui respecte l'individu. Ça, c'est vraiment la grande thèse de Chamberlain, qui est un des intellectuels phares du nazisme à l'époque. Les idées individualistes, ce sont des idées aryennes, alors que les idées sémitiques, ce sont les idées justement collectivistes, totalitaires, etc. Et donc le nazisme, qui n'est pas un opportunisme près, utilise toujours cette espèce d'ambiguïté. Il est total contre l'Occident libéral et il est antitotalitaire contre l'URSS. En fait, c'est très simple. Donc vous voyez qu'une fois qu'on a un peu démêlé, c'est en réalité extrêmement simple. Donc vous voyez que c'est intéressant ici, c'est qu'avant même de se poser la question de l'extension du concept de totalitarisme en dehors du fascisme, on voit même que pour décrire l'essence même du fascisme, le concept est problématique. Parce que qu'est-ce que ça vise le concept de totalitarisme quand nos antitotalitaires aujourd'hui disent que le fascisme et le nazisme sont totalitaires? Ce qu'ils visent en fait, ce sont les aspects étatistes en disant que finalement le nazisme est est totalitaire parce qu'il est un étatisme et parce qu'il défend l'État. Or, il y a beaucoup d'historiens aujourd'hui qui nuancent ce propos-là, Johan Chapoutot par exemple, Christian Hirao parmi la jeune génération. Je cite des gens ici qui ne sont pas communistes, hein, pour prouver qu'on n'est pas sectaire et dogmatique et qu'on ne dit pas ça tout seul dans notre coin, qui montrent très bien aujourd'hui que non, au contraire, le nazisme met en avant l'initiative privée, l'initiative individuelle. Au contraire, il faut plus d'efficacité, c'est le discours vraiment nazi, hein, un discours de manager, hein. Il faut plus d'efficacité, il faut des agences qui favorisent l'initiative privée. Le site communiste auquel je contribue régulièrement, le Gros Rouge qui tâche, a publié récemment la traduction d'une loi nazie, c'est la sortie d'un commentaire, la loi sur le travail fondamental, qui montre très bien que le code du travail nazi est ultra-libéral. C'est que tous les pouvoirs sont accordés aux chefs d'entreprise et aux managers. Donc là, on a vraiment, vous pouvez aller voir sur le site si vous voulez la loi en question, qui date de 1936, sur le code du travail. Et donc on voit très bien que le nazisme n'est pas du tout un étatisme, et on voit donc l'idée qu'ont derrière la tête les antitotalitaires, avec des guillemets, c'est-à-dire que nos antitotalitaires, en dénonçant le nazisme comme étant un horrible étatisme totalitaire, en fait, ils masquent tout ce qu'il y a de libéral, d'individualiste et d'anti-étatiste dans le nazisme. Et en fait, le nazisme, il n'est pas ou étatiste ou anti-étatiste, il est les deux à la fois. Il est contre l'État en tant que l'État permet de socialiser les moyens de production, mais il est pour l'État en tant que l'État permet à la classe capitaliste d'écraser d'une main de fer le prolétariat. Donc en fait, vous voyez que la solution est très simple, il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'État, mais de choisir justement pour quel aspect de l'État on est et contre quel aspect on se bat. Et donc c'est ça que veulent masquer les antitotalitaires. Donc, l'histoire du concept assez vite, elle est pas, je reviendrai dessus un peu rapidement. Après la guerre, elle s'étend assez rapidement effectivement à l'URSS. On s'empresse de dénoncer l'URSS comme étant un totalitarisme. Et vous voyez l'équation. On commence par dire que le nazisme est un étatisme et que justement c'est pour ça qu'il est totalitaire, que le stalinisme est un étatisme par ailleurs, et donc qu'il est totalitaire lui aussi. Et donc ça permet de mettre un signe d'égalité entre les deux. Et donc c'est le slogan que tout le monde connaît assez bien aujourd'hui, Staline égale Hitler. Alors, pour faire justice de ce concept, on va voir les différentes variantes. La première, c'est celle qu'on nous présente habituellement, c'est effectivement Staline égale Hitler. On met les deux sur un même pied d'égalité, et donc finalement, les deux sont tout aussi criminels et sanguinaires. Alors, vous vous doutez bien, ça commence toujours comme ça, et puis finalement, au bout d'un moment, le signe d'égalité devient un signe, il y en a un qui est quand même plus dangereux que l'autre, et c'est ce qui se passe par exemple avec M. Courtois, dans sa préface au livre Nord du communisme. Finalement, c'est quand même le communisme qui est plus meurtrier, parce que 100 millions de morts, ma brave dame, alors que le nazisme, comme dit Courtois, excusez du peu, n'a causé que 25 millions de morts. Donc bon, si on fait un calcul d'apothicaire, finalement, le communisme est 4 fois plus meurtrier, donc finalement, il est encore pire. Donc vous voyez comment on commence à avancer masqué avec une thèse qui a l'air, entre guillemets, modérée, de mettre les deux sur un même pied d'égalité, et finalement, en fait, on finit par inverser et montrer que finalement, il y en a quand même un qui est plus meurtrier que l'autre. Je continue les brefs inventaires très rapidement, puisque avec un tel concept, il aurait été dommage de s'arrêter en si bon chemin. Et donc, une fois qu'on a dit Staline égale Hitler, bon, qui a influencé Staline? Lénine. Qui a influencé Lénine? Marx. Et donc, on peut continuer avec l'équation avec Hitler égale Staline, égale Lénine, égale Marx. Donc, Marx est totalitaire. C'est la thèse qui a été défendue donc, par le philosophe libéral Friedrich von Hayek, excusez-moi, donc dans Les Routes de la servitude en 1944, où en gros, lui, il va même encore plus loin, c'est toute planification dans l'économie mène nécessairement au totalitarisme. Donc,
Vous voyez, quand Bruno Le Maire nous a dit durant le début du Covid qu'il fallait peut-être nationaliser certaines compagnies, notamment Air France, pour lui justement faire face au Covid, il était, selon Friedrich von Hayek, totalitaire. Hein, comme Staline, comme Hitler, etc. Donc ça devient vraiment un concept très très plastique. Donc bon, je continue, vous voyez bien que ça devient comique. Hein. Le verre est dans le fruit, puisqu'un des amis de Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, que d'aucuns qualifient d'excellent économiste. Alors bon, peut-être que c'est un bon économiste, mais en tout cas c'est un petit philosophe, comme vous allez le voir, puisqu'il a écrit un petit ouvrage sur la philosophie, et dedans je vais vous lire un passage où carrément ce qui est totalitaire, c'est le matérialisme. C'est-à-dire que le fait d'admettre que la réalité existe indépendamment de ma pensée, c'est du totalitarisme et ça mène à la violence. Je vais vous lire le passage. Hein, donc, si vous pensez que j'existe indépendamment de votre pensée, vous êtes un peu totalitaire et vous êtes sur la voie de la violence selon Louis von Mises. Ne rigolez pas, ces gens-là sont très très sérieux et très écoutés et très lus aux États-Unis. Je lis donc le passage. Hein. Pour le matérialiste, doit être considéré comme sans espoir toute tentative de changer les opinions des hommes mauvais, par des arguments discursifs ou par la persuasion. La seule façon d'amener à sa fin un conflit d'idées antagonistes est d'exterminer les hommes mauvais. Donc là, on passe tout de suite de l'idée qu'on existe indépendamment de l'autre à l'extermination. Donc exterminer les hommes mauvais, c'est-à-dire les porteurs d'idées qui sont différentes de celles des hommes bons. Par conséquent, le matérialisme engendre ultimement les mêmes méthodes pour régler les problèmes avec les contestataires que celles que les tyrans ont utilisées partout et de tout temps. Bon là, fantastique, hein, on est vraiment dans un argument décisif. Donc on a continué, hein, bien sûr. Donc Gilda nous a parlé de François Furet dans Le passé d'une illusion, qui lui remontait bien sûr au jacobinisme. Alors c'est une critique qui est pas récente, puisque Sieyès accusait les Jacobins à l'époque, donc en 93, de vouloir établir, je cite, une ré totale, donc une chose totale, et non pas une république, une chose publique. Donc il fait ici que recycler un vieil argument. Mais il me semble que Furet va plus loin, où lui c'est le simple désir d'égalité sociale, c'est quand même un peu totalitaire. Donc bon voilà, le plus timide jaurétien de la France insoumise est un dangereux stalinien et un totalitaire selon cette logique-là. Vous voyez qu'on n'est plus à ça près. Et il y avait donc un autre philosophe contemporain d'Arendt qui s'appelle Karl Popper, alors qui n'est pas sans influence puisque son ouvrage s'appelait La société ouverte et ses ennemis, et George Soros avec son Open Society, sa fondation pour la société ouverte, c'est une référence à cet ouvrage-là de Popper, hein, qui est paru, il me semble que c'est paru en 1945 ou tout de suite après. Et Popper le présentait comme sa contribution à l'effort de guerre. Donc comme il ne s'est pas battu, il a fait ce magnifique ouvrage. Et donc là, pour le coup, ce n'était pas seulement Marx qui était totalitaire, hein, bien sûr Staline et Hitler l'étaient aussi, mais c'était aussi Hegel, puisque Hegel avait influencé Marx, donc forcément c'était du totalitarisme. Et donc il y avait Rousseau, bien entendu, puisque Rousseau a influencé les Jacobins. Et chose plus étonnante, qui va vous étonner peut-être, Platon, bien entendu, puisque Platon, avec sa République, il a osé proposer un plan pour réformer et proposer une cité idéale, et proposer de réformer la société de façon idéale et rationnelle, c'est déjà du totalitarisme. Le pauvre Platon qui se retrouve embarqué là-dedans sans avoir rien demandé à tout le monde. Donc vous voyez bien que ça vire tout à fait à la farce, hein, presque. Hannah Arendt, alors elle a rajouté, c'était intéressant, Machiavel. Puisque Machiavel, comme il mettait en avant l'idée qu'il fallait que la politique soit efficace, et qu'il y avait une rationalité dans la politique, c'était aussi du totalitarisme. Donc bon, vous voyez, on assiste plus ici à la tentative pour la pensée bourgeoise de régler ses comptes avec elle-même, et c'est qu'est-ce qui, dans le passé philosophique de la bourgeoisie, nous dérange, et on va le déclarer comme étant totalitaire. Donc par exemple, ce pauvre Machiavel ou Rousseau, qui sont un peu gênants quand même, on les déclare comme totalitaires. Alors vous voyez que c'est une affaire qui roule, hein, ça devient un business, l'antitotalitarisme. Et ce qui s'est ajouté depuis la vague anticommuniste, en gros, avec le livre noir en 97, début des 2000, il y a une nouvelle vague, une nouvelle mode, ça a été le fait de voir les religions comme totalitaires, et notamment les monothéismes. Et donc vous avez un disciple d'Heidegger qui s'appelait Jan Assmann, qui avait, donc Heidegger, grand antitotalitaire, même s'il a pris sa carte au NSDAP, qui avait publié un ouvrage au titre évocateur qui s'appelait Le prix du monothéisme. Et donc la thèse est un peu étonnante, hein. Je vous cite, le monothéisme est fondamentalement intolérant, totalitaire même, au contraire de religions païennes, plus libérales, qui font jouer la concurrence entre les divinités et permettent un certain pluralisme, là où le monothéisme jouit d'une situation de monopole. Bon, alors là, le panégyrique de la libre concurrence, libre et non faussée, donc vient se loger là où on ne s'y attend pas. Et donc les religions, le christianisme au premier rang sont totalitaires, mais bien sûr l'islam. Alors c'est Michel Onfray au début, avant de virer islamophobe convaincu et crypto-fasciste, ou même de plus en plus fasciste ouvert. Au début des 2000, il avait plutôt un positionnement anarchisant. Et il avait publié donc le traité d'athéologie, et c'était là où il qualifiait effectivement en 2006 l'État chrétien médiéval d'État totalitaire. Il parlait d'État chrétien totalitaire. Donc voilà, on reprend le concept qui acquiert une extension désormais complètement
incontrôlable. Et le dernier donc en date, c'est effectivement notre sinistre sire Éric Zemmour, qui qualifie effectivement aussi donc l'islam de totalitaire, puisque l'islam, je cite, selon lui, ne reconnaît pas l'individu. Bon, alors là, on tombe sur les fesses, hein, quand même. Le fait qu'il ne reconnaît pas l'individu, il faudrait quand même qu'il prouve un peu son dire, mais apparemment, c'est pas le cas chez eux. Et alors, fait intéressant, pourquoi je cite ici Zemmour, c'est qu'il utilise la même technique que Courtois. C'est qu'au début, il met un signe d'égalité, l'islam est totalitaire, machin, etc., comme le nazisme, mais c'est finalement pour dire qu'au final, l'islam est quand même pire que le nazisme. C'était à la Convention des droites où il a sorti cette fameuse phrase, c'est une citation, vous pouvez la vérifier, où il dit on a souvent comparé l'islam au nazisme, mais quand même, les nazis n'étaient pas aussi barbares. Donc vraiment, enfin là, on avait vraiment la technique de base, hein, c'est-à-dire qu'on met le signe d'égalité, puis finalement, on inverse et il y en a un. Et bizarrement, alors c'est toujours l'avantage du fascisme qui sort toujours blanchi de sa confrontation, que ce soit avec l'islam, avec le communisme, avec tout ce que vous voulez. Enfin bon, c'est donc bon. Bien évidemment, on voit ici le subterfuge qui est extrêmement grossier, qui consiste surtout à blanchir en fait le fascisme. C'est une entreprise de réhabilitation du fascisme, ni vu ni connu. Alors je ne reviens pas trop rapidement sur les 3 vagues en France, même si ça peut être un peu intéressant. Il y a eu 3 vagues d'antitotalitarisme, où le concept a pris un peu d'ampleur. La première, ça a été les années 30, où certains intellectuels contre le Front populaire ont remis au goût du jour l'idée d'antitotalitarisme. Ça n'a pas eu trop de succès à l'époque, vu que le Front populaire était quand même assez puissant, mais il faut quand même le mentionner. La deuxième, ça a été les années 70, avec la publication en France de L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, qui raconte des choses qui étaient connues et réfutées d'ailleurs depuis longtemps pendant la guerre froide, mais le débat avait atteint très tardivement la France, et donc ce qui a donné un aspect un peu dans les 70, en fait on rejoint un vieux débat qui avait déjà été résolu dans d'autres pays européens 20 ans auparavant. Donc ce qui n'est pas très très intéressant, c'est là où les nouveaux philosophes, effectivement, André Glucksmann, BHL, etc., ont fait leurs premières armes et qu'ils ont acquis une renommée et une célébrité médiatique qu'ils ont utilisée jusqu'à sa mort pour André Glucksmann et que BHL n'a toujours pas malheureusement épuisé. Et enfin, donc la dernière de laquelle on n'est pas toujours pas sorti, c'est les années 90, donc avec la publication du livre noir du communisme, donc avec ces fameux 100 millions de morts sur lesquels on va revenir, et effectivement la dénonciation de l'islam et de l'islamisme comme étant totalitaire. Alors là-dessus, je voudrais juste faire un petit point, parce que vous voyez bien le problème de ce concept, c'est qu'on fait complètement l'économie de l'analyse de classe et de l'analyse géopolitique. En effet, si vous prenez aujourd'hui les mouvements islamistes dans le monde arabo-musulman, vous avez tout. Vous avez des mouvements qui s'opposent à la domination américaine et à l'impérialisme américain, je pense par exemple à l'Iran, au Hezbollah, etc., ou Hamas, et vous avez au contraire des mouvements qui les soutiennent, et des mouvements islamistes qui sont soutenus par l'impérialisme américain, l'Arabie Saoudite, Daesh, tout le mouvement tekfiriste, les frères musulmans. Je rappelle que contre Nasser, le père de Tariq Ramadan, Saïd Ramadan, avait été reçu par Eisenhower à la Maison Blanche. Donc à l'époque, c'était des antitotalitaires certifiés contre le socialisme arabe. Et donc voilà, le concept de totalitarisme, ça sert à camoufler toutes ces contradictions et toutes les questions géopolitiques et de classe. Donc on voit bien là que pour ça que la conférence s'appelle un concept écran, c'est un concept qui fait écran en fait à la réalité de classe et à la réalité géopolitique. Donc je ne reviens pas trop là-dessus puisqu'en France les débats sont plutôt connus. Alors on va revenir par contre sur l'ouvrage d'Arendt qui est important à mon avis de bien démonter. Alors c'est un ouvrage qui est paru, si je me rappelle, en 51, donc on est au tout début de la guerre froide, publié en 51, oui, je l'ai marqué là, c'est donc la bonne date, un peu avant la mort de Staline, et donc au tout début de la guerre froide, donc quand on est au début de l'affrontement entre les deux blocs. Et pour bien comprendre le problème de l'ouvrage d'Arendt, qui est en 3 parties comme on l'oublie souvent, parce qu'on pense souvent que à la 3e partie, il faut rappeler très très brièvement les 2 usages qui étaient faits à la fois à gauche et à droite de ce concept dans les années 30 et 40. Les communistes ont assez peu utilisé ce concept-là historiquement, totalitarisme, même dans les années 30, et surtout contre le fascisme. J'ai jamais lu de cette utilisation de concept chez Dimitrov ou autre, qui apporte une analyse du fascisme beaucoup plus concrète. Mais bon. Donc vous avez dans les années 30 et 40 un certain nombre d'intellectuels qui sont plutôt progressistes, plutôt situés à gauche, qui sont des antifascistes sincères, même s'ils ne sont pas communistes. Donc vous avez notamment l'école de Francfort avec Horkheimer, Adorno, et en France, Simone Weil, la philosophe chrétienne qui est morte durant la Deuxième Guerre mondiale de maladie. Et c'est des philosophes plutôt progressistes, qui en tout cas ont une sympathie pour le mouvement ouvrier, et qui utilisent le concept de totalitarisme pour qualifier les mouvements fascistes, et qui, eux, utilisent aussi le concept de totalitarisme pour parler du capitalisme, pour montrer dans le capitalisme tout ce qu'il y a dans l'antisémitisme capitaliste et dans le colonialisme et l'impérialisme,
tous les aspects totalitaires. Et donc, le concept chez eux, même s'il n'est pas tout à fait scientifique à mon avis, il a quand même le mérite d'essayer de montrer la continuité qu'il y a entre le capitalisme impérialiste et le fascisme et le nazisme. Donc c'est plutôt un usage progressiste du concept, qui aujourd'hui a complètement disparu. Hein. Mais bon, à l'époque, comme il y avait une vraie hégémonie culturelle à gauche, ça permettait au moins de mettre ça en avant. Donc vous aviez cette utilisation-là. Et vous avez un deuxième usage, concurrent à ce moment-là, qui est celui fait donc par Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises dont on a déjà parlé, Karl Popper aussi dont on a déjà parlé, ou encore Jacob Talmon pour la période d'après, qui eux montrent plutôt pour eux le totalitarisme quand ils l'utilisent, c'est pour montrer le lien entre les mouvements de gauche socialistes, égalitaristes et le fascisme, et donc c'est plutôt la variante qu'on connaît aujourd'hui. Et donc en fait l'ouvrage d'Arendt, c'est une sorte de synthèse boiteuse entre ces deux versions, c'est qu'elle tente une espèce de réunion absurde, hein, et vraiment qui n'a pas de sens, de ces deux concepts, puisque l'ouvrage d'Arendt donc, est divisé en trois parties. Vous avez la première partie, c'est sur l'antisémitisme comme source du totalitarisme, donc l'antisémitisme, notamment avec l'affaire Dreyfus en France, et comment le capitalisme crée de l'antisémitisme. La deuxième partie, c'est sur l'influence de l'impérialisme et du colonialisme sur la genèse du totalitarisme fasciste, pardon. Donc là, vous voyez qu'elle est plutôt dans une version de gauche du concept. C'est qu'on montre dans le concept, dans le fascisme, quelles sont ses racines libérales, avec l'antisémitisme, avec le capitalisme, avec l'exploitation de l'homme par l'homme, avec le colonialisme et l'impérialisme. Et tout d'un coup, troisième partie, qui apparaît comme par magie, c'est le système totalitaire stalinien et fasciste. Alors là, si vous avez un peu de logique et que vous avez un peu suivi des cours d'histoire de qualité, normalement, vous tiltez. C'est-à-dire qu'on commence, on dit, bon, alors, les sources du totalitarisme, ce sont l'antisémitisme, le capitalisme, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'impérialisme, le colonialisme. Donc là, on voit très bien comment l'hitlérisme est un aboutissement, une synthèse de ça. Jusque-là, pas de souci. Par contre, on ne voit pas du tout le lien avec le stalinisme et le communisme, puisqu'au contraire, le communisme, historiquement, c'est toujours construit dans ce rejet de l'antisémitisme et des discriminations pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que l'URSS, c'est... pardon, j'ai dit 17 nations. J'ai confondu avec les nations impérialistes. Je ne sais plus combien de nationalités en URSS, mais il y en avait une dizaine, il me semble. Et c'est construit sur une égalité de ces nationalités-là. C'est construit sur un refus, bien sûr, de l'exploitation de l'homme par le capitalisme. C'est construit contre le colonialisme. Le PCF a toujours été, pendant très longtemps, l'Assemblée nationale, le seul parti qui s'opposait au colonialisme, et contre l'impérialisme. Donc là, il y a un peu une espèce presque d'acte manqué chez Arendt, c'est qu'on commence par mettre l'impérialisme raciste et antisémite sur le banc des accusés, et on se finit par, dans le prétoire, avoir le communisme. Donc là, il y a une forme d'erreur de casting. Et donc, on voit bien en fait chez Arendt que il y a un article de Lénine qui s'applique bien, c'est prémisse juste, conclusion fausse. Donc elle part des bonnes prémices, puis on arrive aux mauvaises conclusions. Bon. Vous vous doutez bien de la raison, c'est qu'en fait elle a changé de plan. C'est-à-dire que l'ouvrage il était très long à mettre en œuvre. Elle a commencé à l'écrire au début des années 40. Or, au début des années 40, l'URSS était alliée aux États-Unis contre l'Allemagne nazie. Donc à ce moment-là, le plan d'Arendt, c'était, puisqu'elle suit à peu près l'agenda du Pentagone, c'était donc de plutôt blanchir l'URSS et donc de charger l'Allemagne nazie en montrant ses racines capitalistiques et impérialistes. Patatras, guerre froide et envenimement des relations entre les États-Unis et l'URSS entre 1945 et 1948. Et l'ouvrage est en parlant en 1951, il faut bien honorer la commande, hein, puisque les deux premiers étaient déjà écrits, et il faut changer, donc rajouter la dernière minute l'URSS. Je vous renvoie donc là-dessus à l'article que j'ai écrit donc, dans le numéro 50 d'Étincelles que Gilda a mentionné, puisque je fais une étude assez rapide de deux cas méthodologiques chez Arendt, où on voit bien que les sources ne sont pas de même qualité en ce qui concerne l'Allemagne nazie et l'URSS. Généralement, pour l'Allemagne nazie, on sent qu'elle a travaillé l'ouvrage depuis longtemps, donc on a des sources assez précises, etc., qu'on peut discuter. Par contre, pour l'URSS, c'est rajouté la dernière minute et les sources sont extrêmement faibles. Donc j'ai pris deux exemples particulièrement parlants dans l'article, puis vous pouvez lire après le reste de l'ouvrage. C'est vraiment visible. Et pour moi, ça accrédite vraiment la thèse que le Sourdo avait avancée, c'est qu'elle a rajouté en fait l'URSS à la dernière minute et qu'elle n'a pas eu le temps de travailler autant les sources que pour l'Allemagne nazie. Dernier fait donc intéressant ici, c'est sur les dates du totalitarisme, qui montre bien, à mon avis, le fait que Hannah Arendt est ici très les dates du totalitarisme, pardon, excusez-moi, que Hannah Arendt est vraiment calquée sur l'agenda du Pentagone. Donc je vous les reprends un peu, pardon, excusez-moi. Les dates et les régimes qui ne sont pas mis dedans. Donc ne sont vraiment totalitaires que deux régimes, l'URSS et l'Allemagne nazie. Donc excite tous les autres, pour elle, l'Italie mussolinienne, bien sûr, malgré le fait que ce soit explicitement réclamé du totalitarisme,
Idem pour le Portugal de Salazar, qui parlait donc dans la constitution de la défense de la race. Donc apparemment, on peut parler dans la constitution de défense de la race et pas être totalitaire. L'Espagne de Franco, qui pourtant s'est réclamé du totalitarisme, donc décidément, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour être totalitaire pour Arendt. Et bien sûr, tous les régimes fascistes de l'entre-deux-guerres, Roumanie, Pologne, Hongrie, États baltes, Japon, etc., etc. Donc un tel blanchiment en série, bien sûr, ça laisse un peu songeur. Mais faisons encore un pas et regardons les dates. Hannah Arendt nous dit qu'entre 1933 et 1939, l'Allemagne nazie n'a pas vraiment été totalitaire. Je cite, ce fut seulement pendant la guerre que l'Allemagne nazie fut vraiment à même d'établir un régime vraiment totalitaire. Avant, elle ne l'est pas vraiment. C'est une espèce de demi-régime totalitaire, un régime totalitaire un peu mou, donc il veut une domination totale, mais pas trop. Donc je ne sais pas très bien ce que ça donne comme résultat. Mais donc ça devient vraiment totalitaire que pendant la guerre, pas avant. Et pour l'URSS, elle dit donc que l'Allemagne nazie donc, se montra même pendant la guerre moins cohérente et moins impitoyable que son homologue russe. Donc vraiment, le totalitarisme, c'est l'URSS. Donc finalement, on retrouve ici l'escroquerie habituelle, c'est qu'on met un signe d'égalité, puis ensuite il y en a un qui finalement vaut mieux que l'autre. Alors pour ce qui est de l'URSS, c'est vraiment parlant les dates, c'est que c'est donc de 29 à 41. Donc de 29 à 41, là on a vraiment un régime totalitaire en URSS. Donc avant 29, comme il n'y a pas Staline, ça va. Donc je sais pas, donc Lénine était très très différent de Staline et tous les autres aussi apparemment, Boukharine, etc. Donc de 29 à 41, c'est totalitaire. En 41, bon, le totalitarisme disparaît. Patatras, c'est vraiment le totalitarisme perdu. Et il réapparaît donc un peu magiquement en 45. Et il disparaît tout aussi magiquement en 53. Donc là, donc on a les dates, c'est 29-41 et 45-53. Donc le totalitarisme soviétique disparaît purement et simplement pendant la Grande Guerre patriotique. Vous vous doutez bien pourquoi, c'est parce qu'à ce moment-là, l'URSS est alliée des États-Unis. Bon, tout simplement. Et elle disparaît miraculeusement, effectivement, à la fin de la guerre avec la mort de Staline, sans même attendre le rapport Khrouchtchev de 56. Vraiment, là, on est... c'est assez grave. Donc le totalitarisme, là vous voyez le caractère un peu comique, c'est que le totalitarisme c'est censé être un régime absolument effroyable, sans équivalent dans l'histoire, et ça disparaît tranquillement à la mort de Staline, puisque qu'on sache en URSS en 1953, il n'y a pas eu d'événement particulier après la mort de Staline. Il n'y a pas eu de révolution, pas eu de révolte, il n'y a pas eu d'enfermement, tuerie en masse, de purge du parti. Ça a été finalement une transition assez tranquille, mais par contre le totalitarisme peut disparaître et moins de sa belle mort. Bon, par contre, si on compare avec l'Allemagne nazie en 1945, ça n'a plus rien à voir. Comme dit le film de Fritz Lang, Allemagne année 0 en 1945, où c'est vraiment Hitler a mené l'Allemagne dans le mur. C'est le chaos absolu. Donc dans un cas, pour abattre le totalitarisme, il faut une guerre mondiale, la mobilisation de toutes les puissances industrielles pour écraser donc l'Allemagne nazie. Et puis dans l'autre, il suffit que Staline meure une nuit dans son sommeil, et puis patatras, le totalitarisme s'effondre de lui-même sans aucun mort. Bon. C'est toujours un peu cocasse ce genre de lecture de l'histoire. Oui, et il y a quelques extensions un peu grotesques, et je les mentionne vraiment dans le livre parce que c'est vraiment là où on voit l'aspect idéologique chez Arendt. Donc l'ouvrage est écrit effectivement en 51, et dont la préface est rédigée donc en fin des années 40, début des années 50, et il y a une deuxième préface qui est rédigée, qui est en 71. Et donc on va lire la différence, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans, parce que vous allez voir ce concept, comment il se plie vraiment à toutes les incohérences. Donc en 51, l'Inde de la fin des années 40, donc, qui est fraîchement indépendante, elle est vaguement socialisante, elle fait quelques entreprises un peu de collectivisation, mais c'est très timide. Elle dispose par ailleurs d'un régime parlementaire. Et je cite, selon Arendt, à ce moment-là en Inde, les risques de régime totalitaire sont effroyablement élevés. Il en va de même, bien sûr, de la Chine maoïste, où Mao vient de prendre le pouvoir 2 ans auparavant, en 51. À ce moment-là, Mao n'a rien fait. Il n'y a pas eu de grand bond en avant, il n'y a pas eu de révolution culturelle, enfin, il n'y a vraiment rien du tout. On peut chercher, c'est vraiment... il ne s'est rien encore passé. Donc bien sûr, l'Inde s'est un tout petit peu rapprochée de l'URSS en 51, c'est pour ça que les risques totalitaristes sont effroyablement élevés. Faisons un petit saut dans le temps, et prenons la préface donc, de 71 que Arendt a écrit. Et alors là, incroyable, en 71, Mao se trouve lavé de tout soupçon de totalitarisme. Je cite, il est profondément un révolutionnaire et non un assassin. Alors que là, il a tout fait, il a fait le grand bond en avant, il a fait la révolution culturelle, etc. Mais alors là, il n'est plus totalitaire du tout alors qu'il l'était en 51. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc, est-il seulement besoin de noter qu'à cette période, la Chine a rompu avec l'URSS, que les deux pays se sont même livrés une guerre en 69, et qu'un rapprochement diplomatique se profile entre les USA et la Chine, qui se concrétisera l'année suivante, en 72, par la visite de Nixon en Chine. Donc, bien évidemment, ici, on voit bien que Arendt, tout son concept, c'est pas un concept, c'est calqué sur l'agenda du Pentagone. C'est comment est-ce que je peux servir et expliquer l'intérêt de la géopolitique du Pentagone de la meilleure des façons, en donnant une sorte de vitrine philosophique et historique à ça. Et donc vous voyez que vous pouvez écrire tout et n'importe quoi sans que ça se voit. Alors pas de chance pour elle, puisque aujourd'hui, comme on édite tout ensemble, on peut lire très facilement
les deux versions sur quelques pages et la supercherie apparaît assez vite. Donc, une fois qu'on a fait ce bref rappel, je vais pouvoir passer à la dernière partie de mon exposé, qui consiste en un examen analytique, très rapide, ne vous en faites pas, de la thèse des fameux jumeaux totalitaires. Donc, pour parler comme le livre de Michael Pariante qui est ici, la thèse des jumeaux totalitaires. Donc, vous voyez, communisme égale nazisme. Et donc, on va faire un examen analytique. Donc, on va examiner quels sont les arguments des antitotalitaires un par un, puis on va les réfuter. Alors, le premier, c'est... pardon, excusez-moi, je retrouve le bon... le premier, c'est sur ce que j'appellerais le statut épistémologique du concept. Puisque Gilda vous a dit que j'étais professeur de philosophie et que le concept était enseigné en cours d'histoire-géographie. Donc vous pouvez me dire, bon, quelle est votre compétence, monsieur Sarkis, pour parler de totalitarisme, puisque c'est un concept historique. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas un concept historique, vous voyez bien, c'est un concept d'abord et avant tout idéologique, et philosophique dans le mauvais sens du terme, hein, dans le sens où Marx disait il faut arrêter d'interpréter le monde, il faut penser à le transformer, contrairement à ce que la philosophie a fait jusqu'ici, c'est de la mauvaise philosophie, c'est de la mauvaise abstraction, c'est un concept qui n'apporte rien à l'étude concrète. Comme me disait Chapoutot dans une interview il y a 3 ou 4 ans, en tant que spécialiste du nazisme, je ne me sers pas du concept de totalitarisme, puisqu'en tant que chercheur, il ne m'apporte absolument rien. Voilà. Et la plupart des chercheurs sont de cet avis-là. Je signale donc à tout hasard là-dessus, pour donner un peu de crédit à ma thèse et apporter des éléments. Il y a quelques années, donc c'était le tout début des années 2000, il y avait Yann Kershaw et Moshe Lewin, donc deux grands historiens très très sérieux. Il y en a un il me semble que Yann Kershaw est allemand, et il est spécialiste donc d'Hitler. Il a fait la biographie de référence sur Hitler qui fait autorité aujourd'hui, tout à fait sérieuse, et Moshe Lewin qui est un historien de l'histoire sociale soviétique, et qui est très intéressant parce que pour une fois il ne parle pas déjà il parle des archives, et il parle d'histoire sociale, sur qu'est-ce qui s'est passé socialement, c'est pour ça que c'est intéressant. Et avec tout un ensemble de chercheurs, c'est un ouvrage qui est rédigé en anglais, international, ils ont tenté une comparaison donc entre l'URSS et l'Allemagne nazie, parce que la comparaison d'histoire, on en fait tout le temps, on a le droit. Et comme c'est des gens sérieux, si on regarde un peu, le concept de totalitarisme n'apparaît nulle part, ni dans le titre, ni dans le sommaire, ni dans les articles. Et quand on lit les articles, généralement, le chercheur en question commence par parler donc de ce qu'il connaît, il parle un peu donc de l'autre régime, il essaie une comparaison, et puis finalement, en fait, il revient à ce qu'il connaît. Donc, quand des chercheurs sérieux tentent de faire une analyse, on va dire, de ça, de le prendre au sérieux, de faire une comparaison, généralement, ça fait chou blanc, et cet ouvrage, dirigé par Yann Kershaw et Moshe Lewin, le montre, à mon avis, suffisamment bien. Donc, pour le statut épistémologique du concept, vous voyez bien qu'on est plus dans la métaphore audacieuse que le concept historique. Donc, c'est pour ça qu'en tant que prof de philo, je ne suis pas tout à fait déplacé pour parler de ça. Alors, le premier argument massif, hein, comme nous l'a bien rappelé Gilda ici, c'était la dictature du parti unique. C'est l'argument le plus répandu, et totalitaire, la dictature du parti unique. Or, l'URSS et l'Allemagne nazie étaient toutes les deux dirigées par des partis uniques, et donc elles étaient totalitaires. Bon. Alors Arendt, qui n'est pas si stupide que ça, elle voit bien que c'est pas suffisant. Elle dit, pas suffisant parce que si on dit ça, il faudrait compter tellement de régimes comme étant totalitaires que le concept deviendrait trop large. Donc Arendt dit, bon, c'est un élément important, mais c'est pas le seul. Alors, ici, nous, en tant que communistes, il faut noter une série de choses. Premièrement, donc, ce que Marx appelait les dictatures du prolétariat, ça fait référence donc à une institution de la République romaine, la dictatura, qui visait donc à donner les pleins pouvoirs à un magistrat pour sauver par des circonstances exceptionnelles la République, pour une durée de 6 mois maximum. Et donc l'idée de Marx et Engels, quand ils utilisent ce concept, c'est de dire que le prolétariat, quand il prend le pouvoir, il faut qu'il instaure son propre ordre légal, et pour faire face à la réaction de la bourgeoisie, qui est toujours violente, hein, pensez au massacre de la Commune qu'on a commémoré récemment, il faut que le prolétariat se dote d'une organisation de fer, qu'il faut bien nommer dictature, qui doit être temporaire, pour pouvoir écraser la réaction. Parce que c'est complètement naïf de penser que la bourgeoisie va rendre les clés, et puis qu'elle va gentiment rendre le pouvoir. Ce contre quoi d'ailleurs les communistes ne sont pas, en théorie, comme dit, il y a Engels qui raconte ça après la mort de Marx, c'est un vieux souvenir, en disant combien de fois Marx m'a dit, ah mais si seulement on pouvait signer un chèque aux capitalistes et régler toute cette affaire-là. On se met autour d'une table, on dit bon messieurs Bernard Arnault et Bolloré, combien vous voulez, le prolétariat se cotise, on fait un chèque, et on passe au communisme, et on a fini avec cette affaire-là. Bon, moi s'ils nous proposent ça, je suis le premier à signer, il n'y a pas de problème. Sauf que bien sûr ils le feront jamais, donc il faut forcément que le prolétariat, s'il est sérieux, il ait besoin donc d'un organe de fer, qui s'appelle le parti du prolétariat, et qu'il ait sa dictature, qui est une dictature du prolétariat, c'est-à-dire que le prolétariat exerce, qui est donc la dictature de la majorité. Or, la dictature de la majorité, moi j'aurais plutôt tendance à appeler ça la démocratie, puisqu'on force les minorités de capitalistes
à obéir à la loi de la majorité. Mais bon, pour les antitotalitaires, c'est déjà ça du totalitarisme. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que le concept de dictature chez les communistes, ça ne renvoie jamais au concept de tyrannie et d'arbitraire, au contraire, c'est toujours quelque chose qui est le plus encadré possible. La preuve, c'est que l'URSS se dote très très vite de constitutions. La première, il me semble, c'est 22, donc ils sortent de la guerre civile, et à peine sortis de la guerre civile, ils se donnent une constitution, ils essaient de donner un cadre légal à leurs actions. Donc preuve que la dictature n'est pas consubstantielle au communisme. Par ailleurs, j'ajouterais que le fait que le PCUS ait été le seul parti autorisé en URSS, c'est d'abord et avant tout dû à la guerre civile, et au fait que tous les autres partis qui auraient pu, après tout, s'associer au pouvoir, hein, les mencheviks, les SR, etc., ont en fait, les uns après les autres, rejoint le camp de la réaction et des ennemis qui attaquaient la Russie de l'époque, et donc ils se sont mis d'eux-mêmes en fait contre le jeune État naissant. S'il avait reconnu qu'ils avaient soutenu les bolcheviks à ce moment-là, il est tout à fait possible qu'il y ait eu une pluralité, comme par exemple, c'est assez peu connu, mais en Corée du Nord, où il y a 3 partis qui sont représentés à l'Assemblée du peuple. Donc le fait qu'en URSS il n'y ait eu qu'un seul parti, c'est complètement une contingence historique, et c'est plus dû à l'attitude des mencheviks et des SR qu'autre chose. Il faut rappeler que les SR de gauche, avant de se faire interdire, il a quand même fallu qu'ils essaient d'assassiner Lénine, pour dire à quel point ils ont été patients et tolérants avec eux. Deuxième élément qui est important, c'est que les fascistes, à l'inverse, jamais ils se sont souciés ils se sont revendiqués de la dictature. Toujours, ils se sont revendiqués d'une forme de démocratie, etc. Et donc, puisque pour eux, la démocratie, c'est le pouvoir de la race, et donc ils n'ont jamais assumé cette dictature-là, et ils ne se sont jamais souciés du droit. Ils n'ont jamais aboli, par exemple, formellement la République de Weimar, parce que le droit, pour eux, ça n'a strictement aucune importance, ça n'existe pas. Et là, on voit vraiment la différence entre l'approche communiste du droit et l'approche fasciste. Donc c'est c'est un argument fallacieux parce que vous voyez bien, il fait abstraction en fait de à qui profite la dictature. On accuse les communistes et les fascistes de prétendre de vouloir la dictature en faisant l'abstraction des différences entre les deux, de leurs effets concrets et de à qui ça profite. Il me semble que vu ce qu'est devenu l'URSS dans les années 50, 60, 70, notamment sous Brejnev où le niveau de vie était assez élevé, que la dictature du prolétariat a plus profité aux masses soviétiques qu'autre chose. Ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs si vous regardez le fascisme. Au contraire, il y a des études très, très sérieuses qui ont été faites où on voit bien que ces Kruptenko, comme on les appelait à l'époque, les capitalistes allemands de l'armement, qui ont massivement profité de ça. Si vous voulez les chiffres, vous regardez sur le site du Gros Rouge qui tâche. J'ai fait un article Adversus Zemmouri, donc contre Zemmour, qui répond un peu à l'argument est-ce que le nazisme était de gauche parce qu'il y a socialisme dans le terme. Et dedans, je mets les sources sur quelles sont les classes qui ont profité avec les sources historiques du fascisme. Donc on voit bien que ce n'est pas un argument de fond. Deuxième argument qui est avancé par Arendt, qui est intéressant celui-là, parce qu'il est assez peu mis en avant, c'est le démantèlement des structures étatiques et sociales. Donc c'est ce que dit Arendt, la qualification du totalitarisme comme destructeur de toute structure sociale et étatique. Les mouvements totalitaires, comme ils visent à la domination totale sur la société, ils doivent détruire les structures sociales et étatiques des sociétés correspondantes. Alors ça c'est intéressant parce que autant on voit que c'est assez vrai pour l'Allemagne nazie. C'était d'ailleurs un social-démocrate allemand qui s'appelait Franz Neumann qui dès 1944 avait publié un livre qui s'appelait le Behemoth et qui décrivait en fait l'Allemagne nazie comme étant un Behemoth où vous aviez un démantèlement des structures étatiques, des structures sociales par l'Allemagne nazie pour les livrer justement aux entreprises privées. Donc là pour le coup ça marche plutôt bien, sauf que, on est désolé mais ça ne marche absolument pas pour l'URSS, puisque je prends la date que Arendt nous donne pour le totalitarisme stalinien 29. Bon, l'URSS, en 1929, quelles sont les structures sociales ou étatiques qui existent? Il n'y en a pas. C'est les structures héritées du féodalisme, ce sont les structures héritées du tsarisme. Donc bon, si les communistes sont là pour conserver les structures héritées du féodalisme et du tsarisme, on va dire qu'ils auraient un peu failli à leur rôle. Donc c'est normal qu'ils démantèlent ces structures-là et que justement ils en créent de nouvelles. Et d'ailleurs on le voit, puisque à la fin de ces deux régimes-là, enfin de Staline et de Hitler, on voit bien que Hitler, la conséquence a été Allemagne année zéro, donc ils ont vraiment détruit la société allemande, qui était une des sociétés les plus avancées, les plus industrielles quand Hitler prend le pouvoir, alors que quand Staline meurt en 1953, comme dit Churchill, il a trouvé l'URSS avec la charrue et les bœufs, et il la laisse avec l'arme atomique. Donc vous avez vraiment une création de structures étatiques et sociales, et la création d'une société pérenne. Ce qui n'est pas du tout le cas, bien sûr, avec le nazisme, qui a été une fuite en avant absolument effroyable, et les conséquences sur l'Allemagne ont été terribles. Ils ont été ramenés à l'année zéro. Et la RFA n'a dû qu'à la bienveillance du plan Marshall pour
pour pouvoir se relancer. Donc on voit bien que quand on compare le tableau des deux États, à la fois à leur départ et à la fois à leur arrivée, ça n'a strictement rien à voir. Donc cet argument d'Arendt de dire que ça détruit ces sociétés-là, enfin ces structures-là, il est fallacieux et le rapprochement entre les deux, en fait, n'a pas lieu d'être. Notamment quand on voit leurs conséquences. Troisième argument donc classique, le culte de la personnalité dont Gilda nous a fait un portrait truculent. Et donc c'est l'élément classique avancé, c'est le fait que le culte de la personnalité du chef suprême est commun aux deux régimes. La preuve, c'est que Khrouchtchev, dans le rapport 56, a critiqué le culte de la personnalité stalinien, et vous aviez un culte de la personnalité donc dans l'hitlérisme. Alors là encore, effectivement, on peut voir une convergence à un moment donné. Ce qu'il faut, c'est analyser les raisons de fond des deux. Pour le communisme, on voit bien que le culte de la personnalité est, on va dire, un accident de l'histoire. En effet, la Russie, vous le savez, est un pays donc, de tradition orthodoxe, césaropapiste, dans lequel le tsar chez les Russes a une figure extrêmement importante. Et donc la tradition du culte de la personnalité chez les Russes est extrêmement importante. La preuve, c'est que même Lénine de son vivant, qui était contre le culte de la personnalité, a fait l'objet spontanément par le peuple russe d'un culte de la personnalité. Parce que c'est un peuple qui a une tradition césaropapiste, et le communisme ne peut pas effacer la tradition d'un peuple comme ça. Ça prend des générations, c'est très lent. Comme il y a eu une forme d'encerclement de l'URSS à partir des années 20, puisque la révolution a échoué dans les autres pays, l'URSS était sur la défensive, et donc ça a accentué ce phénomène où les Russes se sont appuyés sur leur propre tradition, leur propre coutume. Donc ça a été, on va dire, un recul idéologique temporaire. Le communisme ne défend pas du tout le culte de la personnalité, mais on voit bien qu'une fois que cette période difficile a été passée, Khrouchtchev, en gros, en 1956, a aboli le culte de la personnalité, qui n'est pas revenu, et on est passé assez rapidement à autre chose. A l'inverse, si vous regardez donc le fascisme, toujours dans le fascisme, vous avez le culte de l'homme providentiel, du chef suprême, du Duce ou du Führer. Et contrairement au communisme, ce n'est pas un accident, parce que le fascisme a absolument besoin, philosophiquement parlant, de ce culte de la personnalité. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que, comme le disait Lukács dans La destruction de la raison, le philosophe communiste Georges Lukács, le fascisme, c'est essentiellement un subjectivisme. Le vrai, c'est ce que je sens et que je perçois directement. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui encore, les gens d'extrême droite, généralement, et les politiques d'extrême droite sont extrêmement subjectivistes, c'est-à-dire que par exemple, quand on parle d'insécurité, ils refusent de regarder les chiffres, puisque bon, les chiffres, vous comprenez, ne sont pas forcément vrais, il faut se fier au ressenti des gens sur l'insécurité. Parce que le ressenti, c'est ça qui nous livre la vérité de la chose. Donc vous voyez, vous avez un subjectivisme total, sauf que vous voyez bien que si chacun est dans son coin et est subjectiviste, on ne peut pas faire une société. Et donc, c'est pour ça que vous avez besoin du racisme dans le fascisme, c'est que le concept de race, ça vous permet d'unir toutes ces subjectivités, en disant, la vérité, c'est ce que la race veut. Et le problème, c'est que comment vous interrogez cette race? Eh bien, vous avez besoin du chef, qui, en langage hegelien, incarne la personnalité en soi et pour soi, et donc est chargé de dire, de sentir en lui-même ce qui est bon pour la race et pour la collectivité. Donc, le culte de la personnalité, il n'est pas accessoire du tout dans le fascisme, c'est son cœur, son ADN nucléaire. Or, on voit bien que c'est un élément périphérique et complètement contingent dans le communisme. Donc là encore, on fait un rapprochement superficiel et on oublie les différences profondes qui font qu'en fait, il n'y a pas de rapprochement à faire. Je continue un peu vite, puisque là, c'est assez... comment dire? On est sur la lancée. L'argument qui est aussi souvent avancé, donc c'est le quatrième, c'est le système carcéral. C'est l'argument bien connu, c'est que, donc voilà, il y a eu les camps d'internement et d'extermination nazis, d'un côté, et de l'autre, il y a eu le fameux goulag, et donc les deux sont bien sûr complètement comparables, et donc c'est la marque des régimes totalitaires. Bon, alors, les camps de travail, bien sûr, vous vous doutez bien que ce n'est pas l'apanage, que ce soit du nazisme ou du communisme, puisque ça existait à Cayenne, etc., dans le capitalisme. Donc ça existe depuis très longtemps, et en URSS, c'était un héritage, en gros, de la période tsariste. Les différences qu'il faut toujours, bien sûr, avoir à l'idée, premièrement, c'est que le goulag était d'abord et avant tout un établissement pénitentiaire. Puisqu'il n'y avait pas de prison stricto sensu en URSS, il y avait des camps de travail qui étaient le goulag, avec l'idée qu'il fallait rééduquer les prisonniers par le travail, pour leur donner ensuite éventuellement la chance de se réintégrer à la société. Et donc, la plupart du temps, c'était des prisonniers de droit commun. Donc des gens qui étaient au goulag parce qu'ils avaient volé, tué, violé, faire du sabotage, etc. Et c'était 90%, c'était l'immense majorité, 90% pendant la période, sauf en 36-37 où ça atteint, les prisonniers politiques atteignent 30%. Donc même pendant la pire période de la terreur et des grandes purges, ils ont toujours été minoritaires, les prisonniers politiques. Donc ça a toujours été d'abord massivement, à 70%, même dans les pires périodes, entre 70 et 90, des camps de prison tout à fait classiques.
Donc ce sera un autre argument de dire est-ce qu'il faut abolir ou pas la prison. Bon, c'est pas l'objet ici. Et c'est pas ça qui peut permettre de rapprocher du nazisme, bien sûr. Donc le problème du goulag fondamental, bien sûr, ça a été les conditions d'hygiène et de travail qui étaient déplorables et très dures, hein, bien sûr, ça il ne faut pas du tout le nier. Mais les taux de mortalité n'avaient strictement rien à voir. C'est-à-dire que les camps de nazis étaient vraiment des camps d'extermination qui étaient destinés à tuer en masse et massivement. Et il me semble, j'avais lu ça chez Nicolas Vert, c'était entre 60 et 90% pour les camps de la mort nazie, les taux de mortalité par an. On n'a jamais dépassé, il me semble, les 10 ou 15% au goulag, même lors des pires années avec la famine, etc. Je laisse de côté la période de la guerre, puisque les taux de mortalité dans la population civile sont tellement monstrueux que ça n'a pas forcément de sens de comparer durant la guerre. Mais durant la période de paix, donc des années 30, les taux de mortalité ne sont pas du tout comparables. On est de l'ordre plutôt de 10%. Ce qui est élevé, c'est des prisons avec des taux de mortalité élevés, mais c'est certainement pas des camps d'extermination. C'est pour ça que le rapprochement n'a pas lieu d'être. L'élément qu'il faut rajouter ensuite, bien sûr, c'est le goulag après la Deuxième Guerre mondiale, puisque les taux de mortalité sont effectivement très élevés, puisque le système est déplorable dans son hygiène notamment et son fonctionnement dans les années 30. Mais à partir de 1945, vous avez un nombre de prisonniers du goulag qui augmente et le taux de mortalité qui tend vers zéro, parce qu'il y a une amélioration des conditions de vie. Donc vous voyez bien que la thèse de dire que les goulags sont des camps d'extermination ne tient pas, puisque toute la période de 1945, en gros jusqu'à tant que c'était utilisé dans les 50, vous avez ces taux de mortalité qui tend vers zéro. Donc on ne peut pas le qualifier de camp d'extermination. Donc voilà, je pense que c'est assez... comment dire, ça n'excuse bien sûr absolument pas la question du goulag, qui est un autre débat, mais on voit bien que le rapprochement entre les deux n'est pas possible, contrairement à ce que veut nous faire croire Stéphane Courtois ou d'autres. Bon, je ne reviens pas sur la thèse de Hayek sur la planification de l'économie, tellement elle est ridicule. Serait totalitaire toute planification de l'économie. Bon, sinon Bruno Le Maire aurait sa carte au club des totalitaires, ce qui deviendrait franchement cocasse. Cinquième argument qui est plus intéressant peut-être, c'est la fameuse question de l'homme nouveau. Donc vous connaissez ça, c'est que le nazisme et le communisme ont prétendu ériger un homme nouveau, et donc bien entendu, vouloir changer la nature humaine, c'est totalitaire. Bon, alors vous connaissez la fameuse phrase de Rousseau dans Le Contrat social, celui qui veut instaurer une société doit se sentir capable de changer la nature humaine. Donc voilà, là on a vraiment l'archétype de totalitaire. Alors, ce qui est très intéressant dans ce concept, pourquoi je vais m'attarder un peu, c'est parce que, à mon avis, il charrie beaucoup de choses, à la fois une méconnaissance de la période historique des années 20, du contexte idéologique, et une méconnaissance anthropologique très grave sur des questions philosophiques. C'est pour ça que je vais un peu m'étendre dessus, même si je vous renvoie donc au prochain Étincelle qui va paraître à la fin du mois, dans lequel j'écris un article sur les dialectiques de la nature, et qui va, pardon, à la fin de l'année, excusez-moi, et qui parle de la question de l'essence de l'homme. Donc pour le communisme et pour le marxisme, c'est la 6e thèse sur Feuerbach, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, et je vous renvoie à l'article pour ça, il n'y a pas de nature humaine, une sorte de nature humaine qui serait intangible, où les êtres humains auraient des caractéristiques psychologiques innées qui seraient les mêmes à travers toutes les périodes. Et donc chaque période historique produit une certaine essence de l'homme. Donc par exemple, le capitalisme produit l'individu égoïste, calculateur, mesquin et à l'esprit borné. Le féodalisme produisait donc ces individus aussi, le paysan superstitieux, peureux, etc. Et fataliste. Donc chaque mode de production produit en fait un certain type d'individus. Donc si jamais le communisme change de mode de production capitaliste pour produire d'autres individus, il est normal que l'essence de l'homme et la psychologie des individus qui sont produits changent en profondeur. Et là-dessus, le passage du capitalisme au communisme n'est pas plus totalitaire que le passage du féodalisme au capitalisme. À moins de faire comme les historiens bourgeois et de considérer que le capitalisme exprime la nature de l'homme en soi. Ce qui serait cocasse, puisque avec le mode de production esclavagiste dans l'Antiquité ou avec le mode de production féodaliste, là on n'exprime pas la nature de l'homme. Par contre, tout d'un coup, au bout de plusieurs milliers d'années d'évolution, on arrive enfin à la nature de l'homme. Donc drôle de nature sur laquelle il faut plusieurs milliers d'années d'évolution pour y arriver. Donc ça, c'est vraiment le concept fondamental. Et quand l'URSS parlait d'homme nouveau ou avec notamment la question du stakhanovisme, l'homme communiste, l'homme total, c'était ça qu'ils avaient en tête. C'était pas quelque chose que finalement on crée, c'est que la socialisation des moyens de production crée forcément un certain nombre de psychologies différentes. J'ajouterai juste par ailleurs que, par parenthèse, le capitalisme aussi a plusieurs phases et produit des psychologies différentes. Donc en ce sens-là, il n'est pas moins totalitaire, entre guillemets, que le communisme.
regardez la différence entre les individus qui sont produits par les années les 30 glorieuses. Donc vous avez un capitalisme monopolistique d'État qui permet une relative sécurité dans le cadre de la guerre froide des individus, et donc ça permet des individus qui sont moins inquiets qu'aujourd'hui, où vous avez capitalisme libéral-libertaire à fond, il faut tout libéraliser, et vous avez des individus qui n'ont plus du tout de statut, qui n'ont plus du tout de sécurité de l'emploi, et donc qui ont une psychologie beaucoup plus instable et qui ont beaucoup plus peur. Donc vous voyez qu'à l'intérieur même du capitalisme, vous avez un changement de la psychologie des individus en fonction de la période. Donc on se doute bien que si jamais on passe d'un mode de production à un autre, le changement est d'autant plus grand. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est que parler d'hommes nouveaux, comme le font les manuels pour le fascisme, en fait ça vise complètement à côté de la plaque. Puisque le fascisme, qu'il soit italien ou nazi, ne vise absolument pas un homme nouveau. C'est quoi l'homme qui est le modèle du fascisme italien? C'est le romain, c'est la grandeur romaine, etc. Donc là, il n'y a rien de nouveau, il s'agit juste de revenir à la grandeur antique. Et c'est quoi l'archétype de l'homme pour le nazisme? C'est le Germain. C'est le Germain qui aurait teuton, qui aurait jamais dû quitter sa forêt, qui est un guerrier, un combattant et un agriculteur qui cultive son sol, avec sa femme qui est blonde et qui a beaucoup d'enfants. C'est vraiment la caricature, mais il y a des croûtes comme ça, il y a des tableaux nazis comme ça qui sont des croûtes absolues qui le représentent assez bien. Et Yoann Chapoutot l'avait pris, je vous y renvoie, pour l'édition anglaise de son livre sur la loi du sang, où vous avez les croûtes qui expriment totalement cette idée-là. Et donc il n'y a pas du tout d'idée de l'homme nouveau dans le nazisme. Au contraire, il faut revenir à l'homme originel qu'on n'aurait jamais dû quitter, qui est le Germain. Donc le concept même de l'homme nouveau n'a aucun sens dans le fascisme. Et le dernier point à noter, c'est que, et là vous voyez la faiblesse finalement de la méthodologie totalitaire, c'est que comme ils sont obsédés par le fait de pointer absolument les points de convergence entre communisme et nazisme, même quand ça ne marche pas du tout, comme on le voit ici pour la question de l'homme nouveau, ils ont oublié en fait de regarder ce qui se passe dans l'Occident capitaliste. Et Gramsci, dans les années 20, note cette phrase dans les cahiers de prison, qui est très intéressante, c'est que ce thème de l'homme nouveau, en fait, apparaît aussi aux États-Unis. Dans l'Amérique puritaine et fordisée, vous avez l'idée qu'il faut créer un nouveau type de travailleur qui soit endurant, qui soit ascétique, qui soit adapté aux nouveaux besoins de l'industrie fordisée, le travail à la chaîne. Et donc, en fait, ce thème de l'homme nouveau fait l'objet d'une propagande et même de loi, puisqu'on interdit même la consommation d'alcool aux États-Unis. Je vous lis la phrase de Gramsci. Le prohibitionnisme, qui était aux États-Unis une condition nécessaire pour développer un nouveau type de travailleur conforme à l'industrie fordisée, est tombé à cause de l'opposition de forces marginales encore arriérées, et certainement pas à cause de l'opposition des industriels ou des ouvriers, etc., etc. Donc là, vous voyez ici que, en fait, c'est plus le signe des temps. C'est-à-dire que dans les années 20, c'est la question de l'essence de l'homme même qui pose problème. Et vous avez donc le communisme, le fascisme et le capitalisme, qui sont trois idéologies qui apportent trois réponses différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, à ce problème-là. Donc on voit ici les méthodes totalitaires, on fait comme s'il n'y avait pas un problème qui se posait à une époque, et on fait abstraction en fait du fait que trois idéologies différentes ont pu y apporter trois réponses différentes. Et donc on fait abstraction du libéralisme et on rapproche artificiellement nazisme et communisme. Là sur le coup c'est très valable. Donc l'un des derniers arguments qu'on va voir, c'est la question du rôle de l'idéologie, qui est classiquement avancé par les plupart des antitotalitaires. Dans les régimes totalitaires, l'idéologie joue un rôle fondamental. Bon, alors dans nos régimes, l'idéologie ne joue aucun rôle. Et une de ses caractéristiques est l'existence d'une idéologie officielle. Alors en gros, l'argument, vous voyez, il est assez simple, c'est que dans les États totalitaires, supposés donc communisme et nazisme, on a donc une idéologie officielle, ce qu'on n'a pas dans les régimes libéraux, etc. Alors, vous voyez là encore Hannah Arendt qui n'est pas tout à fait bête, elle dit bien, comme pour la dictature du parti unique, c'est pas suffisant, parce que sinon tous les régimes religieux de l'histoire et les monarchies seraient totalitaires, ça commence à en faire des gens. Bon. Donc l'idéologie joue un rôle fondamental. Alors bon, bien sûr, on parle d'idéologie en général, on ne se pose pas du tout la question qui sert et quelle classe sert cette idéologie-là. Donc premier élément, et là on voit bien l'arnaque. Et puis surtout, on fait comme si nous, dans nos régimes parlementaires, il n'y avait pas d'idéologie officielle. Je rappelle que le premier article du traité de Maastricht, c'est l'interdiction de nationaliser quoi que ce soit. C'est que l'économie des signataires du traité de Maastricht doit être absolument l'économie de marché. C'est marqué au premier article, donc vous pouvez aller vérifier. Donc si ça, c'est pas l'idéologie officielle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc bon, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, parce que l'argument est assez faible, et puis bon, parler d'idéologie en général, bon, c'est comme dire... tout État qui a une armée est totalitaire, enfin bon bref, c'est ou qu'il y a une police, ou qu'il y a des lois, sans se demander quel est le contenu de ces lois, est totalitaire. Bien évidemment, les hommes, étant des êtres intelligents ayant une conscience, tentent de formuler des consciences pour prendre, enfin des pensées pour prendre nos consciences
des problèmes qui traversent leur société et de leurs contradictions, c'est le rôle de l'idéologie. Et donc toute société sécrète un certain nombre d'idéologies. Une société qui n'aurait pas d'idéologie, ce serait une société sans classe. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Enfin, alors, je dis que ça n'existe pas, ça me fait une transition avec l'argument d'Arendt. Je vais y aller très rapidement, mais je le note parce que quand j'avais lu, ça m'avait ça m'avait fait tomber de ma chaise. C'est l'idée que les régimes totalitaires sont d'abord et avant tout des régimes sans classe. Alors là, on tombe un peu de sa chaise sur l'idée que l'Allemagne nazie aurait été une société sans classe. Alors c'est tout le titre du premier chapitre sur les origines totalitaristes, le tome 3, c'est que l'Allemagne nazie et l'URSS auraient été une société sans classe. Alors je vais un tout petit peu m'arrêter dessus, très très brièvement, parce que c'est très très bizarre. Et on ne comprend pas du tout ce que veut dire Arendt là-dedans, parce que elle dit que l'URSS était une société sans classe dans les années 20, ce qui n'est pas vrai, puisqu'il y avait toujours la paysannerie et le prolétariat. Et le programme du PCUS, c'était justement de maintenir cette union-là. Donc s'il faut une union de ces deux classes, c'est bien qu'elles existent. Donc, même en URSS dans les années 20, il n'y avait pas de société sans classe, de l'aveu même du PCUS. Et dire que l'Allemagne de Weimar, des années 20, était devenue une société sans classe, qui a permis l'émergence du totalitarisme, là on est vraiment dans le grand n'importe quoi. Alors ce qui est le plus probable, puisque Arendt elle est un peu bizarre, elle ne définit pas le concept de classe, ce qu'elle entend par une classe. Vraisemblablement on se doute que ce n'est pas une classe au sens marxiste du terme, et moi à mon humble avis, ce qu'elle vise, c'est de dire que ce qu'elle appelle les classes, c'est les classes à l'ancienne, c'est les castes en fait. C'est une société bien hiérarchisée, type les Junkers prussiens, la bourgeoisie allemande, etc., d'avant-guerre, etc. Et en gros, effectivement, la guerre a fluidifié énormément les rapports sociaux. Il y a eu des fortunes qui se sont faites très rapidement grâce aux spéculations financières et des fortunes qui se sont défaites, où la vieille noblesse s'est appauvrie. Donc il y a une sorte de chamboule-tout dans la société allemande des années 20. Ça, c'est tout à fait vrai. Et pour elle, c'est ça qui fait émerger le totalitarisme. Parce que Hannah Arendt, c'est vraiment quelqu'un de droite. Pour elle, la valeur fondamentale, c'est l'autorité. Et comme vous avez l'affaiblissement de l'autorité donc dans l'Allemagne de Weimar des années 20, ça prépare l'émergence du totalitarisme. Puisque le totalitarisme s'appuie sur cette absence d'autorité. Bon. On va dire que l'argument lui appartient plus qu'autre chose. Et ça ne mérite pas tellement d'être relevé. Vous voyez bien que là, on est dans ces lubies un peu réactionnaires. Bon, quant au fait que l'URSS a fluidifié les rapports de classe dans les années 20, je dirais c'est plutôt tant mieux qu'ils aient liquidé les rapports féodaux et que si c'est ça être totalitaire, c'est pas une insulte. Argument, donc on arrive à la fin, à mon avis c'est le plus massif. Excusez-moi, je retrouve mon argument, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le pacte germano-soviétique, Annie Lacroix nous a fait toute une conférence là-dessus, je ne reviens pas, parce que c'est vraiment utilisé en permanence. Donc, je renvoie à la très très bonne vidéo d'Annie là-dessus, qui montre bien les enjeux et aboutissants de l'affaire, et que on n'est pas du tout dans ni le pacte, ni une alliance. Et par contre, il nous reste donc le dernier argument, qui est le plus massif, c'est les fameux 100 millions de morts du communisme. Alors, mettez des guillemets, des pincettes, puisque on va tuer le suspense, le chiffre est complètement faux. Et d'ailleurs, on ne sait même pas vraiment quel chiffre c'est, parce que plus je creuse cette affaire-là, plus j'ai l'impression que c'est c'est une espèce de course. C'est-à-dire que Stéphane Courtois, le chiffre a été lancé en grande pompe par Stéphane Courtois donc en 1997, où il avait publié le fameux livre noir du communisme, qui était une réunion de différents auteurs. Un ouvrage est massif, dans mon édition Pocket, il fait quand même 1000 pages, donc on se dit quand même, là, il y a du contenu quand même. Bon, 1000 pages de vent, donc c'est facile de les écrire. Et donc, alors c'est très intéressant parce que donc, le chiffre que tout le monde a retenu, c'est 100 millions. Le bordereau qui était inscrit, original, inscrit 80 millions de morts. Et Stéphane Courtois, donc, si on fait l'addition de ce qu'il donne, parce qu'il ne fait pas lui-même le comptage, il donne des numéros, des chiffres dedans, et quand il fait l'addition, on est à 94,2 millions. Donc on est un peu dans le 100 millions, 94, 80 millions. Bon, déjà on est dans le grand flou artistique. Et surtout si on se penche sur le détail, bien entendu, on voit que le chiffre ne repose absolument sur rien. Donc le cœur de leur argument, c'était la préface de Courtois, qui, je cite, est basée sur des estimations personnelles. Alors ça c'est vraiment assez incroyable. C'est une citation du texte. Vous pouvez lire si vous voulez, c'est la page 13 de l'édition Pocket, qui est la plus répandue maintenant, page 15, excusez-moi, où il dit effectivement, donc, basé sur des estimations personnelles. Donc on se dit, alors déjà, maintenant, c'est des estimations personnelles. Il n'y a aucune note de bas de page, aucune source, aucun renvoi, rien du tout. Et il nous balance une série de chiffres par pays.
Donc on est un peu surpris. Bon, le lecteur est de bonne foi, il se dit le livre fait 1000 pages, il y a un spécialiste qui s'occupait de chaque chapitre. À un moment donné dans le chapitre ou à la fin, on va me donner les chiffres, le détail, les sources, etc. Que nenni, vous pouvez le lire en entier si vous voulez, vous n'aurez pas, pas plus. Hein. Donc vous avez les estimations personnelles de M. Courtois, vous avez des chiffres qui ne réapparaissent nulle part dans l'ouvrage, et on n'a aucune source. Donc moi j'ai envie de dire, ça ou rien, c'est... moi aussi je peux faire une liste de courses dans ma cuisine et présenter ça comme étant de la recherche. Donc bon, vous voyez bien que là on est dans la... Comment dire, on est dans je sais pas, la bouffonnerie ou le côté burlesque. Et oui, ça, on a la bouffonnerie la plus totale. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre là-dessus, parce qu'on rigole là, mais en fait, c'est très sérieux, c'est qu'en 97, les archives sont ouvertes. Et donc, le livre, malgré le tapage médiatique qui est là-dessus, est sur la défensive. Et donc, il doit quand même essayer de répandre le mensonge des 100 millions de morts, qui courait un peu avant, pendant la guerre froide. C'était les estimations de Robert Service et Robert Conquest. Robert Service, qui est un espion de la CIA, il est déguisé en universitaire américain. Ces chiffres ont fait autorité pendant très longtemps. Et en fait, ces chiffres sont bidons puisqu'ils sont basés sur des estimations démographiques plus ou moins grandes. Et donc, vous prenez un coefficient et ça vous permet de rajouter 20 millions de morts si vous voulez en URSS, c'est très facile. Et en fait, en 97, donc les archives sont ouvertes et c'est plus possible de mentir ouvertement. Alors, Courtois essaie de le faire encore en disant 20 millions de morts, mais en fait, les chiffres sont ouverts et en réalité, c'est beaucoup moins, comme on va le voir tout de suite après. Je continue un peu sur l'ouvrage parce qu'il est quand même très très mauvais, même s'il y a des contributions inégales. Non mais vraiment, c'est-à-dire que chaque auteur écrit quelque chose. Alors Nicolas Werth, il a fait 300 pages sur l'URSS. Le nombre de notes de bas de page, en 300 pages quand même, c'est absolument ridicule. Quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression qu'il avait tout rédigé comme ça de tête, il avait eu une commande pressante. Il n'y a pas de chiffrage, il n'y a rien du tout, il n'en donne même pas, contrairement à Courtois. Et il va extrêmement vite, ce note de bas de page, donc on a l'impression d'un article qui est rédigé à la va-vite. Il y a le bien nommé, je ne sais plus comment il s'appelle, Margoulin, je crois que son prénom c'est Jean-Claude, qui a fait le Margoulin, le bien nommé, qui a fait l'article donc, sur la Chine. Alors la Chine, comme bien sûr il n'y a pas d'archives, c'est ça qui grossit pour arriver aux 100 millions de morts. Alors comme il n'y a pas d'archives dessus, il nous fait, je crois, la moitié de l'ouvrage, je ne sais plus, enfin il y a au moins 20 ou 30 pages sur... Il nous raconte l'histoire de la Chine ancienne. Ça c'est absolument incroyable, c'est presque comique, pour nous expliquer les millions de morts à cause de Mao. Donc comme il n'a pas d'archives, bon, mais il est obligé de broder dessus. Et ensuite, il ressort les fameux témoignages des rescapés, etc., bon, qui datent de la guerre froide et qui, en gros, sont tous plus ou moins bidonnés. Et puis, de toute façon, on ne fait pas de l'histoire avec les témoignages de machin indiqueux, etc., parce que sinon, c'est... Enfin, je vois pas ce qui différencie Closer de la recherche historique. Hein. À ce moment-là, on est plus dans la rumeur qu'autre chose. Donc, sur le chiffre, on va le décomposer pour essayer de montrer qu'il est faux. Donc, je l'ai dit, la plus grande partie du chiffre sur les 80 à 100 millions, c'est pas très bien, vient donc là je prends le chiffrage de Courtois, c'est 94 millions, et sur ces 94 millions, il y en a au moins, la plupart, 65 millions, qui selon lui, viennent de la Chine maoïste. Donc là, super fastoche, il n'y a pas d'archives, on n'en sait rien, il n'y a pas de trucs, donc on peut dire tout ce qu'on veut. Le régime chinois donc reconnaît aujourd'hui 3,5 millions de morts à cause de la famine, celle du Grand Bond en avant, hein, donc de 57. Et alors là, on touche vraiment le point de la méthodologie du livre noir, c'est que dès qu'il y a une famine ou une catastrophe naturelle dans un pays communiste, c'est la faute du communisme. Vraiment. C'est pas la faute du mode de production précédent, c'est pas la faute des pays capitalistes qui empêchent l'importation du grain, puisque pendant la famine maoïste, enfin pendant la famine donc en 57 due au Grand Bond en avant, le régime maoïste a quand même tenté d'importer du grain, c'était pas des monstres, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, notamment en essayant de signer des accords avec l'Australie, et c'est les États-Unis qui ont fait des pressions diplomatiques pour empêcher la Chine d'importer du grain, qui aurait pu sauver un nombre considérable de Chinois. Donc vous voyez bien la méthode du livre noir. Quand les États-Unis font pression sur l'Australie pour empêcher de vendre du grain à la Chine, c'est la faute des communistes si les Chinois meurent. Bien sûr, c'est connu. Donc là, voilà, sur la Chine, on peut faire tous les bidouillages qu'on veut, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'archives, donc c'est très pratique. Alors Courtois avance le chiffre pour l'URSS stricto sensus. Je ne reviens pas sur les autres puisque tout ce qu'il dit sur les Khmers rouges, bon les Khmers rouges vous savez très bien que ce ne sont pas des communistes puisqu'ils sont financés par la CIA, que Thatcher trouvait que c'était des gentlemen tout à fait fréquentables. Donc bon, on a vu mieux comme régime communiste que les Khmers rouges puisqu'ils étaient surtout des alliés contre le Vietnam des Américains. Ils avancent aussi quelques chiffres sur le Vietnam qui sont complètement bidonnés. En gros, ils comptent les soldats américains qui sont morts tués par les Viet Cong, en les grossissant en plus. Donc bon, on ne s'abaisse pas là-dessus, puisque
c'est pas nous qui allons prendre le parti des Américains contre les courageux guerriers vietnamiens durant cette guerre. Donc pour ce qui est on va dire du cœur, et là on a des archives sur l'URSS, Courtois dit 20 millions. Werth, qui n'est pas un abruti non plus et qui sait bien se couvrir, ne donne aucun chiffre dans le livre noir, refuse d'en donner. Enfin, il donne quelques chiffres pour une ou deux purges, machin, mais très, voilà. Il est très prudent, parce que lui, il a travaillé effectivement à l'épluchage des archives, et il sait que, bien sûr, c'est beaucoup moins, que le 20 millions n'est pas tenable. Et donc, je ne sais pas du tout comment Courtois fabriquait son chiffre. Probablement, il a ajouté tous les chiffres les plus hauts des famines et tous les morts de la guerre civile. C'est-à-dire que généralement, les morts qui sont... comment dire, tous ceux qui ont été tués durant la guerre civile russe, même si c'est des tsaristes qui les tuent, c'est la faute du communisme. Donc vous voyez bien qu'avec ce type de méthodologie, c'est facile d'arriver aux 100 millions de morts. Alors, on arrive donc sur la question des chiffres et des morts du goulag, hein, puisque c'est quand même ça qui est reproché. Donc comment est-ce qu'on passe de 100 millions aux vrais chiffres? Les vrais chiffres qui ont été épluchés par les archives, hein, donc par différents historiens, dont la plupart d'ailleurs ne sont pas communistes, donc Zemskov qui est un russe, Getty et Rittersporn, c'est ça je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, le troisième je ne sais plus. Rittersporn, excuse-moi, donc c'est le deuxième avec Getty. Donc on fait un comptage des entrées et des décès du goulag réalisés par le NKVD. On est, si je ne m'abuse bien, donc on arrive à 900 000 morts durant les grandes purges et 800 000 condamnations à mort. Donc c'est un chiffre qui est très très élevé, effectivement, il ne faut pas se mentir, mais on est bien sûr très très loin des 100 millions. Et l'historien qui est sérieuse, même des 20, oui, excusez-moi, même des 20, on en est très très loin. Et l'historien sérieux doit bien sûr toujours essayer de mettre en comparaison et de comprendre pourquoi en 36-38, on est dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de grande purge et on est dans une situation où l'URSS est acculée et doit se préparer à la guerre. Donc là-dessus, si ça vous intéresse, je vous renvoie d'une part à la conférence d'Annie sur la guerre d'Espagne, qui montre bien que la Deuxième Guerre mondiale se prépare bien longtemps en avance du pacte germano-soviétique et que les grandes purges sont, il me semble que c'est la phrase qu'il emploie, quasiment une conséquence de la façon dont la guerre d'Espagne s'est passée. Et vous verrez le rôle des démocraties, entre guillemets, occidentales là-dedans. Donc le proverbe ottoman qui dit « si tu veux tuer ton chien, dis qu'il a la rage », s'applique aussi ici. Si vous voulez attaquer l'URSS, il faut faire abstraction donc des causes des grandes purges de 37-38. Et je vous renvoie par ailleurs à la fois à l'ouvrage que les éditions Delga ont publié, le vol de Piatakov récent, et à la série vidéo que son éditeur et traducteur Émeric Monville ont fait, qui montre bien que la question des procès de Moscou en particulier, et de la question de la cinquième colonne et de la menace intérieure, est bien loin d'être anecdotique. Et un troisième ouvrage, une troisième source si vous voulez, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, La menace de l'Est, que cite souvent Annie Lacroix-Rise, qui montre que le Japon impérialiste et fasciste a fait peser dès le début des années 30 une énorme pression et une énorme menace sur l'URSS. Donc quand les purges, les grandes purges qui sont dramatiques, hein, arrivent, l'URSS est encerclée de toutes parts. Hein. À l'ouest par les démocraties occidentales et le nazisme d'un côté, à l'est par le Japon impérialiste et à l'intérieur par la cinquième colonne trotskiste. Donc en réalité, si on veut comprendre pourquoi et pas juger justement de façon abstraite et arbitraire pourquoi ça a eu lieu, il faut voir effectivement les causes principales et que ça n'a pas du tout quelque chose de gratuit ou l'espèce d'effet d'une espèce de paranoïa absolument abstraite. D'accord. Donc tous les chiffres voilà, que Courtois et Werth avancent dans le livre noir sont grosso modo soit gonflés, soit même complètement faux et globalement ne sont pas du tout justifiés. Donc voilà, j'espère qu'au terme de cet examen analytique qui était un peu long et fastidieux, mais il faut le faire parce qu'on nous a tellement rabâché les oreilles avec le totalitarisme que je pense que c'est important. Ça aura convaincu les uns et les autres donc, de l'inanité scientifique de ce concept. Ça aura convaincu ceux qui ne le sont pas encore donc d'aller lire ces ouvrages-là si jamais ils ne me croient pas sur parole. Hein, et lisez aussi nos adversaires, hein, lisez aussi Hannah Arendt, etc. Puisque je pense qu'il n'y a pas de plus mauvaise réfutation d'eux-mêmes qu'eux-mêmes, hein, tellement les ouvrages sont assez faibles une fois qu'on a les clés de lecture. Et donc voilà, ça peut permettre de faire avancer le débat et peut-être enfin à gauche de sortir de l'obsession antitotalitaire qui nous empêche d'arriver à une véritable alternative progressiste et antifasciste. Je vous remercie.